François, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. On va commenter ensemble l'actualité politique du jour. Avec nous sur ce plateau, Sophie Fay, bonsoir, vous êtes chef du service éco à l'Obs. Dominique Jammet, éditorialiste politique, bonsoir à vous également. Et Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint à Politis. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. D'abord, François Hollande qui sort de son silence, on l'a vu à l'instant dans le journal. L'ancien chef de l'État se rendait cet après-midi à Angoulême pour le festival du film francophone et il a accepté de s'exprimer devant les journalistes. Il est surtout revenu sur la réforme du Code du travail, l'occasion pour lui d'adresser un message à Emmanuel Macron. Écoutez. Il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. Alors ce qu'il faut, c'est conforter le mouvement qui est engagé, l'investissement, la consommation, le pouvoir d'achat, et éviter toute décision qui viendrait contrarier ce mouvement qui est engagé. Alors, il semble y mettre les formes, il semble y aller en douceur, mais enfin le message est quand même là. Les observateurs parlent déjà d'un avertissement, voire d'une mise en garde sévère. Vous êtes d'accord avec cela ? Oui, c'est évident. Il y a un petit peu de... Monsieur Hollande s'exprime comme un aîné qui a de l'expérience, naturellement. Et il y a un petit peu de malveillance, peut-être, dans cette brève intervention. Cela dit, l'intervention de M. Hollande n'a pas plus d'importance et n'a pas plus de poids, ni politique ni autre, que n'en a à l'heure actuelle M. Hollande, et c'est un poids quand même léger. Très léger. Naturellement, M. Hollande, l'ancien président, est redevenu un citoyen comme les autres. Il s'intéresse à la politique, comme il s'y est toujours intéressé. Il a tous les droits d'un citoyen, y compris donc naturellement celui de s'exprimer, soit aux zincs d'un bistrot, soit devant un micro qu'on lui tend. Mais il me semble que lorsque l'on a commencé son quinquennat, ce qui était son cas, donc par un matraquage fiscal sans précédent, lorsqu'on l'a terminé avec 500 000 chômeurs de plus qu'au début du dit quinquennat, et encore ne comptons pas là-dedans les quelques centaines de milliers d'emplois aidés qui gonflaient les statistiques de l'emploi, il me semble qu'un peu d'humilité, beaucoup de silence ne serait pas malvenu, peut-être un silence de quelques semaines, quelques mois, quelques années, un silence définitif. Alors moi je retiens que vous parlez d'un ton paternaliste, d'un peu de malveillance et effectivement d'un manque d'humilité. Est-ce que vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que vous inspire cette déclaration ? Elle est évidemment pas anodine, il n'avait pas parlé depuis le 21 juillet dernier, il choisit cette semaine si spécifique pour s'exprimer. La première information que peut retenir un journaliste politique, c'est que François Hollande n'a pas l'intention de prendre sa retraite. Des débats pour qui vous, vont c'est se ça jouer. qui ressort de cette intervention, c'est oui, on comprend qu'il revient. C'est la seule et unique raison, parce que sur le fond, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit il ne faut pas interrompre le mouvement engagé, ça irait mieux. Où est-ce qu'il a vu que ça irait mieux, quoi ? Poser la question aux Français. Alors certes, on va nous présenter quelques statistiques qui peuvent paraître un peu souriantes, mais sur le fond, où est-ce que ça va mieux ? Où est-ce que sa politique a porté ses fruits ? Là, on a un gouvernement qui veut aller dans le même sens de manière encore plus radicale, avec les mêmes recettes qui ont montré qu'elles ne fonctionnaient pas, mais de manière encore plus virulente. C'est ce que prévoit la loi travail, sur lequel on va revenir. Et François Hollande dit qu'il ne faudrait pas aller trop loin ou autre, mais lui-même... En gros, il nous dit qu'il faut poursuivre sa politique. C'est lui qui a initié le mouvement. Parce que quand on a dans cette loi de travail, on a la facilitation des licenciements qui est prévue, on a les dérogations à la loi par les accords d'entreprise qui sont prévus. Les premières manifestations, les premières lois en ce sens sont passées, même des fois par accord des syndicats, sous le quinquennat de François Hollande. C'était l'accord national qui avait été passé par les syndicats, validé par le Parlement tel quel. Il ne fallait surtout pas que les parlementaires le modifient. Début 2013, c'était le fameux ANI qui permettait des dérogations à la loi dans des accords d'entreprise. Par la suite, ça a été les lois Rebsamen, la loi Macron, la loi El Khomri, qui a mis quand même plusieurs millions de personnes dans les rues pendant plusieurs mois. Donc
voilà, Sophie il est mal placé. Et dans la loi Rebsamen, il y avait déjà la possibilité de créer cette structure unique, cette instance représentative unique pour les salariés, donc de fusionner le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel. Donc ça, c'est bien sous François Hollande qu'on a commencé à l'initier. Et le plafonnement des indemnités prud'homales, c'était dans une loi d'Emmanuel Macron qui a été votée sous son quinquennat et qui n'a pas été mise en œuvre parce qu'elle a été bloquée par le Conseil constitutionnel. Donc il est tout à fait d'accord avec ça. Donc on ne comprend pas. Il va au Festival du film d'Angoulême qui parle des films qu'il a vus, quoi. Vous ne comprenez pas sa démarche. Vous n'imaginez pas que c'est peut-être une manière de revenir dans le jeu politique et peut-être aussi, mais je vais vous poser la question, de prendre sa revanche sur un Hollande bashing présumé, sur tout ce qu'il a pu endurer pendant son quinquennat et juste après. Écoutez, j'ai pu paraître désobligeant, je le serai davantage encore, pour qu'il comprenne bien. Il veut sortir de sa retraite, il estime qu'il n'a pas pris sa retraite, mais il a été mis à la retraite d'office par son propre parti, par son propre électorat, par les Français. Il devrait en tenir compte. Et d'autre part, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Michel Soudet, il y a, quelles qu'en soient les raisons, je crois que ça vient en grande partie d'un élan de confiance, d'un élan d'optimisme, peut-être aussi de ce que l'on attend du nouveau gouvernement, du nouveau président. Il y a à l'heure actuelle, incontestablement, une embellie. Ça va un peu mieux. Oui, on parle d'indicateurs économiques qui sont au vert. Naturellement, François Hollande dit que l'on recueille maintenant les fruits de ce qu'il avait semé. Il me paraît là bien prétentieux, car cette embellie, elle est consécutive à son départ, et elle n'est pas sans lien avec ce départ. Alors justement, François Hollande, ensuite, a réagi effectivement aux bons indicateurs économiques du moment, ce qui laisse entrevoir une reprise économique, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, une reprise dont semble bénéficier Emmanuel Macron. Vous allez voir, l'ancien chef de l'État joue effectivement la carte de l'humilité. Les résultats sont là, et qu'ils étaient d'ailleurs apparus dans les derniers mois du quinquennat, et qu'ils sont encore plus manifestes aujourd'hui. Mais on a vu qu'à partir de 2015, la croissance était revenue, le chômage commençait à diminuer, et j'en suis heureux pour mon pays, parce que ce qui compte, c'est pas simplement d'avoir des lauriers, même s'il y a eu aussi, avant les compliments, beaucoup de reproches, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les Français puissent avoir des conditions de vie meilleures. Moi, c'est ce qui m'a motivé, ce qui m'a mobilisé tout au long de ce quinquennat, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce que j'ai fait, c'est toujours pour les salariés. J'avais hérité d'une situation très difficile, qui était celle de la crise, et puis mon successeur a une situation meilleure, mais tant mieux. Michel Soudet, j'ai vu que ça vous faisait réagir, que ça vous faisait sourire même, cette phrase de François Hollande. Oui, ce qui me faisait sourire, c'est d'entendre ce que j'ai fait. J'ai toujours fait pour les salariés, parce que c'est pas du tout comme ça que ça a été perçu par les Français, par les salariés. Et c'est notamment la raison pour laquelle il n'a pas pu se représenter. Parce qu'au-delà des promesses qui n'ont pas été tenues, il y a eu la perception d'une réalité qui va au-delà des indicateurs. Il faut aussi des fois regarder un peu sur le temps long. Et c'est ce que faisait encore récemment, enfin à la fin de la semaine dernière, une note de Patrick Artus pour Natixis qui mettait en garde contre les investisseurs, les décideurs, contre la possibilité d'une révolution des salariés, parce qu'il y a plusieurs indicateurs qui vont extrêmement mal, il y a des inégalités qui sont toujours plus fortes, le partage des richesses qui se fait de plus en plus, encore plus qu'avant, en faveur des profits au détriment des salaires, les salaires réels qui n'ont très peu augmenté depuis l'an 2000, 17 ans, donc pour vous, une hausse de la pauvreté notamment. Il fait complètement fausse route. Il a l'air de jouer les grands seigneurs, ceux qui ont apporté beaucoup à la France et puis qui n'ont pas récolté les lauriers au moment où il était au pouvoir, mais finalement... Mais je crois qu'il n'a pas repris contact avec les réalités. On dit souvent que le président de la République est enfermé dans son château à l'Élysée. C'est un effet de notre monarchie républicaine. Mais là, pour le coup, les bons indicateurs économiques dont on parle, c'est pas lui qui les sort, c'est pas lui qui les donne. Non, mais les indicateurs, ils sont très conjoncturels.
d'un mois sur l'autre, vous avez le chômage qui monte, le chômage qui descend. C'est très fluctuant et très variable. Selon l'OCDE, le chômage devrait atteindre les 8% à la fin du quinquennat Macron, soit en dessous du niveau de 2007. C'est un chiffre apporté par l'OCDE, c'est pas François Hollande qui l'apporte. Oui, mais vous voyez ce que je veux dire? On voit dans les derniers chiffres du chômage, par exemple, qu'il y a un effet très fort des réformes des retraites. En fait, on voit que le taux d'emploi des salariés de plus de 55 ans a beaucoup augmenté. Donc simplement, les Français restent plus longtemps au travail par effet mécanique de l'allongement de l'âge de la retraite. Donc ça, c'est une bonne mesure compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, pour l'équilibre des régimes et peut-être pour le système social français. Mais c'est pas des mesures que François Hollande a prises. Lui, ce dont les salariés se souviennent, c'est qu'il a de nouveau taxé les heures supplémentaires, qu'il a augmenté les impôts avant de les rebaisser ensuite, mais ils se souviennent des hausses d'impôts. Ils se souviennent surtout qu'il a accordé beaucoup d'avantages fiscaux aux entreprises qui se sont pas, notamment le CICE, qui ne se sont pas traduits si vite en emploi. Donc ça commence à venir maintenant, mais ça commence juste. Et puis, qu'est-ce qu'il a il a quand même laissé un budget dans lequel, à partir du 1er juillet, il n'y avait plus de financement pour son plan de formation des chômeurs. Il a été au pouvoir pendant 5 ans. Tout le monde sait qu'il y a une bosse démographique et qu'il y a plus de jeunes qui arrivent à l'université. Et en plus, on s'en réjouit, on est content puisqu'on veut que de plus en plus de jeunes aient accès à l'enseignement supérieur. Il n'y a rien qui est prévu pour les accueillir. Donc, c'est intéressant que vous parliez de ça parce qu'on a effectivement retrouvé un extrait d'une déclaration d'Édouard Philippe qui nous dit en gros on a hérité de 8,5 milliards de dettes, évidemment liées à ce rapport de la Cour des comptes qui parlait de l'insincérité du budget de l'État. On va l'écouter, on en parle juste après. Nous héritons donc d'un dérapage de plus de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. C'est inacceptable. Je souhaiterais que les Français mesurent l'ampleur de ce dérapage. C'est comme si le gouvernement précédent avait construit un budget en oubliant celui de la justice. C'est presque 3 fois le budget de la culture. 8 milliards d'euros de promesses non financées, 8 milliards d'euros de chèques en bois. Voilà, là aussi, message très sévère, adressé très directement à François Hollande et ses gouvernements successifs. Si on en revient à ce jeu de politique politicienne, c'est peut-être cela qui a mis en colère François Hollande et qui l'a convaincu de peut-être revenir dans le jeu politique, alors qu'on se souvient de l'avoir vu, d'avoir posté une image de lui devant son écran de télévision le soir du 7 mai, le soir de l'élection d'Emmanuel Macron. On avait le sentiment qu'il acceptait sa défaite, qu'il l'avait digérée. Est-ce que finalement, à la vue de ses déclarations de cet après-midi, on peut se demander si finalement il n'a pas du tout accepté cette défaite? Écoutez, cette déclaration est effectivement un peu provocatrice et M. Édouard Philippe feint, me semble-t-il, une indignation qu'il n'éprouve peut-être pas dans le fond de son cœur. Parce qu'il le savait, vous voulez dire? D'abord parce qu'il le savait naturellement, parce qu'on le savait dans les milieux politiques et à son niveau, et naturellement à celui de M. Macron, et puis parce que ces 8 milliards qu'il évoque, cela ferait plutôt ressortir le bas niveau du budget de la culture et le bas niveau du budget de la justice. Ouais, c'est l'équivalent du budget de la justice. La justice, elle n'est vraiment pas particulièrement favorisée en France. Mais on comprend l'irritation de Hollande. Cette reprise que, comme Seuran, il voyait venir, qu'il a vu venir pendant des années, ça n'est pas sous lui qu'elle est intervenue, c'est sous son successeur. Et il est possible... On pourrait concéder à François Hollande qu'effectivement un certain nombre des mesures qu'il a prises, et notamment en faveur du patronat, en faveur des investissements patronaux, ont porté leurs fruits. Ah, vous êtes d'accord pour le dire? Partiellement. Oui, bon. oui. Et de toute non, mais façon, c'est intéressant de le savoir. Oui, ça n'est pas totalement faux ce qu'il dit, mais de façon plus nette, plus claire, la France bénéficie à l'heure actuelle d'une reprise générale du monde occidental, du commerce, européenne, du commerce même mondial, international. Nous sommes dans une phase ascendante. Et force est de constater que la France n'est pas dans le peloton de tête. Mais ce qui est un peu fort et ce qui irrite quand on entend François Hollande, c'est lorsqu'il affirme, lorsqu'il ose dire que sa politique a été constante en faveur des salariés, alors que c'est au contraire le patronat qui a eu à se féliciter de la façon dont François Hollande le caressait dans le sens du poil et lui accordait toutes sortes d'avantages. Le président Hollande semble avoir une vue bien cavalière de son quinquennat. En tout cas, il est en train d'essayer de renverser la vapeur en sa faveur, Michel Soudet. Oui, enfin, de retour de vacances, je faisais du ménage dans mon bureau aujourd'hui et je retombais sur une interview d'Alain Minc au printemps dans Les Échos
qui disait que le principal mérite de François Hollande était de nous avoir débarrassés du socialisme. C'est bien la preuve qu'il ne menait pas une politique sociale, mais qu'il la menait effectivement en faveur du patronat, de ce qu'il appelait les entreprises. Bon, et ça, c'est le bilan de François Hollande, outre le fait qu'il a cassé le Parti socialiste pour longtemps. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment en train de porter ses fruits? Est-ce que ce serait grâce à lui? Est-ce qu'il aurait pris, comme le dit Dominique Jamais, tout de même quelques bonnes mesures, quelques bonnes décisions qui feraient que Emmanuel Macron pourrait en bénéficier dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Ou est-ce que c'est une tendance générale, une tendance mondiale, européenne? Il y a une tendance européenne, mais il y a aussi l'effet des mesures du CICE, de l'abaissement de charges, l'effet des plans de formation. Il y a quand même un fond positif. Oui, puis c'est bien le moins, si vous me permettez, que ces mesures extraordinairement coûteuses aient porté quelques fruits. Oui, oui, tout de même. Et ce qui surprend, c'est qu'effectivement, François Hollande, il y a quelques mois, avait expliqué qu'il ne s'exprimerait pas, justement, sur le travail de son successeur. Finalement, il a décidé de le faire cet après-midi. Le timing, encore une fois, n'est pas anodin. On va réécouter cette archive de François Hollande qui date d'il y a quelques mois. Et rien ne serait plus critiquable que d'avoir toujours un mot à dire, un commentaire à faire, alors même que le temps de l'action pour Emmanuel Macron vient de commencer. Ensuite, au fur et à mesure des mois qui vont passer, j'aurai à dire ce que je pense. Sophie Fay, comment vous interprétez ce revirement? Il a changé d'avis, François Hollande, finalement, il s'exprime sur le travail de son successeur. Écoutez, il semblerait qu'il s'ennuie beaucoup, et que dans son petit bureau rue de Rivoli, il s'ennuie beaucoup, et que peut-être qu'il a le sentiment de pas voir assez de monde, de disparaître du jeu politique, de ne plus être écouté. L'année dernière, on était en train de découvrir à quel point François Hollande passait son temps avec des journalistes. Oui, c'est vrai. Il envoyait tous les jours ou plusieurs fois par jour. Et il y a eu des tas de livres de confidence parce que tout le monde avait pu le rencontrer des heures et des heures alors qu'il était président de la République. Imaginez le vide pour François Hollande. Maintenant, il ne doit plus en voir beaucoup des journalistes. Alors dès qu'il en voit un, il a envie de parler. Et on a le sentiment qu'il a pris pour cible Emmanuel Macron. Est-ce qu'il pourrait finalement être le premier opposant à Emmanuel Macron, et d'ailleurs dangereux pour Emmanuel Macron? S'il arrivait à faire croire aux Français que finalement ce sont ces mesures à lui qui sont en train de payer, il y a cette petite musique médiatique qui est en train de se répandre en ce moment, est-ce que cela pourrait être dangereux pour Emmanuel Macron? S'il arrivait à le faire croire, en effet, mais il aura du mal à le faire croire. Vous pensez que les Français n'y croiront pas? Écoutez, on le disait à l'instant, la politique économique et sociale qu'amorce Emmanuel Macron semble continuer et accentuer la politique esquissée par François Hollande, à laquelle il a dû renoncer partiellement à cause des oppositions à la loi El Khomri. Comme on sait, François Hollande serait extrêmement malvenu de reprocher à son successeur, je le dis, de prendre des mesures qui vont dans le sens du libéralisme, de la libéralisation de l'économie. C'est dans ce sens-là qu'il allait déjà, peut-être sans le dire ou en faisant semblant de ne pas le faire, mais s'il y a quelqu'un qui est mal placé pour critiquer Emmanuel Macron, c'est bien François Hollande. François Hollande, en premier opposant à Emmanuel Macron, ça vous inspire quoi? Moi, j'ai l'impression que plus il le critique, plus il le renforce, puisque faut pas oublier que l'élection d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron est persuadé que c'est sa victoire, le mouvement En Marche est persuadé que c'est leur victoire, mais c'est largement l'échec des opposants, du Parti socialiste qui n'a pas réussi à préparer le bon candidat pour la suite, de François Fillon qui s'est empêtré dans les scandales. Donc c'est beaucoup l'échec de Marine Le Pen qui a montré qu'il était vraiment dans ce débat et donc et l'incohérence de tout son programme. Donc c'est l'échec des autres. Donc Emmanuel Macron en est bien conscient. Il a dit lui-même qu'il avait été élu par des gens qui ne l'avaient pas choisi. C'est bien parce qu'il y avait un défaut d'offre à la fois au Parti socialiste et chez les Républicains, comme le dit Sophie Fay. Et donc plus il le critique, plus il le renforce. Donc, et puis l'échec de François Hollande quand même, c'est que sur toutes ces politiques
d'aide aux entreprises, de baisse du coût du travail, de relever leurs marges pour qu'elles investissent, pour remettre l'appareil productif français en marche, qui peuvent fonctionner. Il n'a jamais réussi à en convaincre sa majorité parlementaire. Et donc il a eu une opposition parlementaire tout le temps de son quinquennat, qui fait qu'à aucun moment les chefs d'entreprise n'ont cru que ces mesures seraient pérennes. Et comme ils n'y croyaient pas, ils ont tardé à investir ou à en profiter et à voir à long terme. Ce qui m'amène à vous dire que le PS, ce soir, a apporté un soutien franc et massif à François Hollande, a publié un communiqué il y a moins d'une heure. Le voici, ce communiqué. Ce redressement est le produit des efforts des Français et des décisions prises pendant 5 ans par François Hollande et les gouvernements socialistes successifs. C'est intéressant de lire ça à l'allure de ce que vous venez de dire, puisque effectivement François Hollande a eu une énorme partie du Parti socialiste contre lui pendant tout son quinquennat. Donc c'est quand même un peu le comble. Une énorme partie non. Une partie très bruyante, disons. Une partie bruyante, mais les frondeurs. Très minoritaire au sein du Parti socialiste. Or, le Parti socialiste, dans la... Enfin, il y avait des critiques en coulisses, même si ce n'étaient pas des frondeurs officiels. Très peu étaient fiers de la politique menée par François Hollande durant ce quinquennat. Mais en même temps, le phénomène le plus marquant au sein du Parti socialiste, finalement, quand on regarde l'histoire de ces dernières années, ce n'est pas les frondeurs qui, eux, ont maintenu une ligne constante par rapport à celle qu'ils avaient il y a plusieurs années, ce sont les girouettes qui ont fait leur apparition avec Emmanuel Macron. Parce que vous reprenez les déclarations d'un certain nombre de gens comme Castaner, Ferrand, pour ne prendre que les plus connus, et tous les autres qui sont maintenant des députés En Marche, de base, ou ceux-là tenaient des propos jusqu'au tout dernier mois, complètement contradictoires avec ce qu'ils disent maintenant. Or, ça vous montre bien qu'au sein du Parti socialiste, il y avait des gens qui n'étaient pas francs du collier du tout, et les frondeurs, au moins, eux, ils étaient honnêtes avec eux-mêmes sur ce qu'ils disaient. Vous ne pouvez pas dire que les sociodémocrates ou les rocardiens n'étaient pas honnêtes et n'ont pas une histoire commune avec le Parti socialiste. Donc ils ont aussi une légitimité. Et puis les frondeurs, à la fin des fins, c'est quand même des leurs qui s'est retrouvé candidat à l'élection présidentielle. Et c'est pas face à un cuisant échec. Un social-démocrate ou un rocardien qui s'est retrouvé... Voilà, on n'a pas, ou même quelqu'un de plus modéré comme Vincent Peillon. Sociodémocrates ou rocardiens qui sont passés chez Macron, ils ne mènent pas une politique qui s'apparente un tant soit peu à une politique de gauche. Ils mènent une politique de droite. Donc, quand je parle de girouette, c'est aussi à propos de ça, quoi. Dominique Jamais. Ce communiqué, c'est très bien d'assumer. C'est beau, cette fidélité posthume. Mais les socialistes semblent ignorer avec ce communiqué que les dizaines de milliards qui ont été déversés sur le patronat et que le patronat a empoché n'ont pas, à ma connaissance, servi à créer de l'emploi ni à booster la croissance. Les résultats dont se prévalent apparemment François Hollande et le Parti socialiste encore aujourd'hui, ce sont les statistiques gonflées avec les contrats aidés, les contrats de génération, les contrats ceci, cela, qui sont du trucage, qui sont du mensonge. Sous François Hollande, l'emploi n'est pas revenu, la croissance n'est pas revenue. C'est un échec, et un échec qu'il a payé. Le Parti socialiste l'a payé lui aussi, il semble ne plus s'en souvenir. Je vous dis, c'est attendrissant, mais ça n'est pas conforme à la réalité. Et on va clore ce chapitre sur ces derniers mots, ce qui nous amène à cette semaine décisive pour le gouvernement. Dernière consultation avant la publication des ordonnances qui vont réformer le Code du travail. Dans 10 jours, elles seront présentées officiellement. Le gouvernement veut aller vite. Présentation du texte en Conseil des ministres la semaine du 18 septembre pour une entrée en vigueur quasi immédiate. Est-ce que ça va trop vite selon vous ? Oui, ça va trop vite parce que c'est une technique. C'est votre avis ? Pour faire passer un mauvais coup pendant l'été, avec la rapidité, c'est une blitzkrieg. Ne pas laisser de place à la contestation sociale. C'est une guerre éclair que mène Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que on le voit bien quand on prend les grandes lignes de son projet. Jusqu'ici, le Code du travail était pour protéger les salariés face aux employeurs dans les entreprises. Là, l'objectif du gouvernement avoué, c'est de protéger les employeurs. Avec un filet de sécurité pour les salariés. Ça a toujours été revendiqué par Emmanuel Macron. Le filet de sécurité, c'est le truc en dernier ressort qui vous empêche de vous ramasser au sol complètement, mais c'est ça. Et les deux principes de toutes ces réformes, avec des tas de petits détails qui permettent d'aboutir
au résultat, c'est de faciliter les licenciements et de favoriser une baisse des droits sociaux par différentes mesures techniques qu'on pourrait détailler, mais l'objectif, c'est ça quand même. Sophie Fay ? C'est un peu caricatural quand même ce que vous dites. Son objectif, c'est de permettre aux entreprises de s'adapter plus facilement à une situation conjoncturelle qui varie très vite et d'essayer de moderniser les conditions de... Oui, et puis d'instaurer un dialogue dans l'entreprise qui permet, quand il y a une grosse commande qui arrive, de s'organiser rapidement et vite pour pouvoir prendre cette commande, qui permet aussi, quand la situation devient plus difficile, de s'organiser différemment. Il a en tête Emmanuel Macron, quand on ne croit pas à ce qu'il dit, ce qui s'est passé sur les chantiers de Saint-Nazaire, où effectivement, ils ont accepté à un moment donné où la charge les commandes étaient basses, de réduire leur temps de travail. Et puis après, quand les commandes reviennent, ils ont accepté de la flexibilité. Ils ont accepté des contrats de chantier qui durent le temps de la construction d'un paquebot, qui fait qui fonctionne bien et qui permettent à l'entreprise d'être compétitive par rapport à ses concurrents, qui peuvent être italiens, qui peuvent être des chantiers coréens, qui peuvent être des chantiers chinois. Sur le timing tout de même, sur la rapidité d'exécution de cette réforme du Code du travail, est-ce qu'effectivement, vous pensez vous aussi qu'il va excessivement vite pour éviter à la contestation sociale de s'étendre? Écoutez, il va à la fois vite et à la fois il va plus loin dans la concertation que d'autres l'ont été. C'est-à-dire qu'il va très vite, mais il a une ministre du Travail qui est quand même une ancienne DRH, qui est une praticienne, donc les syndicats nous disent que quand ils parlent avec elle, ça va vite, ils savent, tout le monde sait de quoi ils parlent et ils vont très vite, ils se disent les choses très clairement. La méthode est la bonne. Ça, ils sont assez d'accord. La méthode est la bonne, mais elle sait aussi combien peuvent rapporter des plans sociaux. Quand on licencie 800 personnes chez Danone, ça lui permet d'engranger un bénéfice immédiat sur ses stocks options d'1,3 million en une journée. Ça, elle connaît aussi. Dominique Jamais. Elle connaît aussi, mais... Bon. Écoutez, qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement? Qu'est-ce qu'on attend de l'État en France? Les uns attendent que l'État n'entrave pas l'activité entrepreneuriale, prenne des mesures qui permettent aux patrons, aux employeurs de bien travailler, mais d'autres attendent aussi que l'État soit le garant et le protecteur des mesures sociales, de la justice sociale. Et si Emmanuel Macron peut être crédité à l'heure actuelle de tenir là les promesses de son programme, d'aller vite par le biais des ordonnances, comme il s'y était engagé, il n'empêche que le curseur va beaucoup, beaucoup trop loin dans le sens du patronat, dans le sens du MEDEF. D'ailleurs, avec Douattet, Édouard Philippe et Emmanuel Macron ont évité d'aller à l'université d'été du MEDEF. Ils y auraient été acclamés, tout simplement. Et évidemment, ça aurait été très mauvais pour l'image. Ça n'aurait pas été très Le MEDEF bon. qui a été le premier à être reçu aujourd'hui au ministère du Travail pour ces concertations. Je voudrais qu'on écoute la réaction d'un membre de la CGT qui revient sur ce timing, sur cette rapidité d'exécution. Pour lui, c'est très clair, c'est de l'enfumage. Écoutez. On a une stratégie qui est une stratégie d'enfumage. Ça fait des semaines et des semaines qu'on attend d'être dans le dur pour savoir ce qu'il y a dans ces ordonnances. Ça s'appelle jouer la carte de l'usure, ça s'appelle jouer la montre, ça s'appelle passer pendant l'été en entretenant un flou artistique. On parlait de la méthode, jouer la montre, jouer cette carte-là et surtout ne pas bien informer les syndicats. Est-ce que là, on parlait de la méthode de Muriel Pénicaud, certes dans la concertation, mais cette méthode-là? Mais ce que dit ce syndicaliste me paraît totalement sans rapport avec la réalité. On dit au contraire ce que l'on va faire, et ce que l'on va faire va dans le sens que souhaitait le patronat. Pas le contenu des ordonnances, pas le contenu précis des ordonnances. Il commence à peine à être mis au courant cette semaine justement des arbitrages. Le dessaisissement des syndicats en matière de négociation sociale, la généralisation l'extension des contrats de chantier qui risque d'aboutir à la généralisation des contrats à durée déterminée, le plafonnement des indemnités, quoi encore? Oui, ils ont du fond, ils ont de quoi, ils ont de la matière. La mise à l'écart des petits problèmes que peut poser la pénibilité, tout cela est très clair, va dans le sens de ce que souhaite le patronat et va dans le sens d'une diminution des garanties sociales, du contrat social tel qu'il fonctionnait en France jusqu'à présent. Je ne sais pas comment ce sera reçu, car
il est clair que le président, à l'heure actuelle, et le gouvernement font deux paris. Il y en a un qui me paraît intéressant, qui est nouveau, qui est fondé. Ce sont ces fameux 10 milliards que Bruno Le Maire compte récupérer avec la cession des actifs de l'État pour favoriser l'innovation, la recherche. Ça, c'est positif. Et d'autre part, il y a ce sentiment de confiance que semblent partager à l'heure actuelle beaucoup d'entrepreneurs, grands, moyens et petits. La confiance revient, la croissance peut revenir avec elle, avec l'innovation et avec la recherche, mais il n'empêche que l'ensemble des mesures qui sont prévues s'agissant du travail sont puissamment réactionnaires. Alors, il ne faut quand même pas oublier une réalité. Aujourd'hui, quand on regarde le taux de syndicalisation dans les entreprises de 11 à 50 salariés, c'est 4%. 4%. Oui, donc grand manque de représentativité. Là, pour l'instant, ce que les syndicats espèrent dans les ordonnances, c'est qu'en dessous de 50 salariés, peut-être que les négociations pourront se faire sans délégué syndical, mais de toute façon, il n'y en a pas. Et ils ont essayé de s'implanter, et ce n'est pas si facile. Ce qu'ils espèrent, c'est qu'au-dessus de 50, ce sera obligatoire de négocier avec un délégué syndical. Et s'ils obtiennent ça, sinon, c'est l'accord de branche qui s'appliquera sans possibilité d'amélioration. Et donc, ils ont peur d'une perte de pouvoir. Non, ils savent. Emmanuel Macron a annoncé pendant la campagne électorale et a été élu sur ce programme, quelles que soient les conditions de son élection, il a annoncé ce qu'il ferait, donc il décentraliserait la négociation dans l'entreprise, qu'il fusionnerait les instances représentatives du personnel, qu'il plafonnerait les indemnités aux prud'hommes. À partir de ce moment-là, ils savent qu'il va le faire, qu'il le fera avec ou sans eux. Donc eux, ils disent, écoutez, voilà, nous on veut le faire de manière telle que ce soit socialement acceptable et que les salariés n'y perdent pas trop, parce que quand les salariés perdent, comme le disait Patrick Artus, ça finit par se retourner aussi contre les dirigeants d'entreprise qui ne pourront pas mettre aussi bien en œuvre leur stratégie. Donc ils disent maintenant, ok, vous avez décidé de faire ça, mais maintenant négocions sur la manière dont on va le faire. Et ils ont été très clairs, ils ont fixé leur ligne rouge. On entend très peu Laurent Berger en ce moment, mais Jean-Claude Mailly a été très clair, et je pense qu'en ce moment ils se téléphonent beaucoup et ils ne les laisseront pas faire. Et ils ne les laisseront pas faire jusqu'au bout, ils ne laisseront pas massacrer le code du travail. Laurent Berger n'est pas pour moi une référence en matière syndicale parce que il accompagne beaucoup de réformes libérales. La CFE-CGC, qui n'est pas un syndicat gauchiste, considère que cette réforme est extrêmement libérale, qu'elle va accroître la précarité, et ils en dénoncent de multiples aspects. Je veux bien entendre ce que vous disiez sur les chantiers de Saint-Nazaire où il faut favoriser la flexibilité. Je ne vois pas en quoi le fait de remonter les seuils à partir desquels on doit déclencher un plan social quand on fait des licenciements de 10 à 30 salariés va permettre la flexibilité. Je ne vois pas en quoi le fait que on va réduire le périmètre, c'est-à-dire qu'une société mondiale qui ferait des bénéfices au niveau mondial et qui dirait qu'elle a un problème en France, vu qu'elle a un problème en France, elle aura le droit de licencier. Je ne vois pas en quoi ça favorise la flexibilité. C'est pas de la protection. Pour aller jusqu'au bout de ce que vous dites, c'est quoi? Ce sont des cadeaux aux grands patrons? Dans quel but? Quel est l'intérêt d'Emmanuel Macron? C'est de l'attractivité pour la France? C'est quoi le but d'Emmanuel Macron quand il fait ça? L'attractivité, c'est on se vend. Pour moi, c'est on se vend. Donc c'est ça qu'il est en train de faire selon vous? On vous dit, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Bruno Le Maire quand il a été à New York, rencontrer des investisseurs qui n'étaient pas loin d'être des fonds vautours. Il leur a dit, vous pouvez venir en France, maintenant, il va y avoir une législation qui va être favorable aux investissements. Et l'investissement, rendre l'investissement plus favorable en France, c'est pas une bonne stratégie selon vous? On a les moyens d'avoir notre propre investissement, je pense. Il est allé voir des investisseurs qui ne sont pas des fonds vautours, il est allé voir des investisseurs qui sont le premier actionnaire du CAC 40. Pourquoi ils sont le premier actionnaire du CAC 40? C'est parce qu'on n'a pas non plus... parce que les Français et les instituts de retraite et les compagnies d'assurance vie françaises n'investissent pas en actions, et donc ce vide est comblé par des Excusez-moi, mais les investisseurs qu'il a été voir ont très mauvaise réputation et un nom dont je ne me souviens plus sur le moment, au sein des milieux boursiers, parce qu'ils ont une très mauvaise réputation, justement. Oui, comme le patron de BlackRock qui a appelé les entreprises à investir à plus long terme. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire très attention sur la définition du périmètre que l'on juge pour estimer les difficultés d'une entreprise, et quand elle gagne de l'argent au niveau mondial, elle peut trafiquer ses comptes mais en même temps, dans le passé, malgré notre droit social qui est supposé être protecteur, elles l'ont fait. On se souvient tous de Molex, on se souvient de Goodyear, et donc à la fin, après des années et des années de bataille, les salariés obtiennent
une petite compensation, mais ils n'obtiennent pas le sauvetage de leur entreprise. Donc autant les presser à négocier correctement, comme on peut le faire par exemple en augmentant les indemnités légales de licenciement, plutôt que les laisser faire ce qu'ils feront de toute façon et ne pas investir en France et ne pas respecter les salariés français. Le montant d'augmentation des indemnités légales de licenciement, c'est la sucette qu'on nous tend pour le moment, on n'en connaît pas le montant. Jean-Claude Mailly demande le doublement, c'est pas rien. Mais l'arbitrage du gouvernement ne le connaît pas. Par contre, en matière de justice prud'homale, on sait qu'ils veulent raccourcir les délais. Or, chacun sait que il faut un peu de temps pour constituer un dossier. Donc, si ça vous peut passez être à la faveur du salarié de raccourcir les délais. Non, parce que si vous passez non, c'est le délai que le salarié a pour faire un recours. Donc, c'est pas en faveur du salarié, c'est en faveur de l'employeur. Ensuite, le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. On est typiquement sur une mesure incompréhensible dans le cadre dans lequel nous vivons. Reprenez en matière pénale, quand vous faites des infractions ou autres, on considère de plus en plus qu'il faut aller vers la tolérance zéro et on augmente les peines. Là, vous avez des employeurs qui ne respectent pas la loi et pour eux, on va dire non, il ne faut pas que ça soit trop fort la peine, on va l'abaisser, on va mettre un plafond. Comme ça, ils pourront le prévoir. Pas en cas de harcèlement ou de discrimination. Dominique Jamais. Écoutez, il y a... Abusif, c'est abusif. Il y a, me semble-t-il, un pari. On peut assimiler cela à une fuite en avant ou à une offensive. Le président Macron et son gouvernement font le pari suivant. Les mesures que nous prenons et que réclamait le patronat, le grand patronat, la confiance qui est là, cela va entraîner, et les investissements que nous allons dégager, cela va entraîner de la croissance. Il va y avoir de l'emploi, il va y avoir de l'activité, les impôts vont rentrer, on pourra les alléger. C'est le scénario très optimiste qu'ils font. Et si ce scénario marche, effectivement, ce plan antisocial qu'a adopté le gouvernement et qui satisfait tant le patronat sera accepté. Si au contraire, il passera. Si au contraire, la croissance n'est pas au rendez-vous, si l'emploi n'est pas au rendez-vous, si le retour de la confiance diminue ou s'affaisse dans les mois qui viennent, ce sera perdu et ça cassera. On a à l'heure actuelle tous les éléments qui, en d'autres circonstances, ont entraîné les réactions sociales que l'on sait, dans la rue et ailleurs, qui ont fait reculer les gouvernements. Le gouvernement actuel fait le pari que ça va passer grâce aux conséquences heureuses de son plan. C'est un pari risqué, c'est un pari tout à fait conscient, c'est un pari qui ne s'inscrit pas dans la lignée du socialisme. On part de François Hollande pour aller beaucoup plus loin que lui encore, dans le sens de la finance et contre les salariés. Et c'est en tout cas une réforme qui arrive dans un contexte social tendu après plusieurs annonces qui ont déjà fait polémique juste avant l'été, le rétablissement du jour de carence des fonctionnaires ou le coup de rabot sur les aides au logement. Et puis il y a cette baisse annoncée du nombre des emplois aidés, vous en parliez il y a un instant, qui soulève évidemment une vive contestation. L'Association des petites villes de France, par exemple, dénonce la précipitation avec laquelle cette mesure a été décidée. On fait le point avec ce reportage en Alsace de Philippe Vogel et on en parle juste après, je vous laisse la parole. Pour la première fois de sa vie, Pierre profite d'un emploi stable. Embauché en mars dernier grâce à un CAE, un contrat d'accompagnement aidé. Il est employé par la municipalité comme agent d'entretien, mais faute de financement, d'ici 2 semaines, son poste sera supprimé. Avant le sérieux, j'étais un petit peu intérimaire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais travaillé 5 mois continus. Maintenant, s'il n'y a pas le choix, je vais continuer en intérim. Financés en quasi-totalité par l'État et payés au SMIC, les CAE sont surtout utilisés par les municipalités, les associations ou les écoles. Pour une majorité de ces communes, impossible de salarier tous ces contrats aidés, tout simplement faute de moyens. Il faut faire des économies, ceci n'est pas contestable. Mais la brutalité avec laquelle nous avons dû en faire durant ces dernières années, plus les nouvelles mesures qui viennent d'être annoncées, ça fait vraiment beaucoup trop. Cette commune a signé 23 contrats aidés. Cela représente 10% de ses employés municipaux. Et certains sont devenus indispensables. Xavier est capitaine du port de Plaisance. Comme ça ? Oui, merci. La mairie va prochainement l'embaucher pour un salaire annuel de 43 000 €. Un coût important, mais le port a besoin d'un suivi quotidien. J'ai 2 collègues, un collègue qui était en contrat aidé et un autre collègue qui l'est toujours. Et c'est vrai que sans eux et sans moi avec, le port ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui parce que la ville n'aurait pas eu les moyens pour le développer.
L'année dernière, près de 500 000 contrats aidés ont été signés, un chiffre en nette augmentation depuis 2012. Des contrats jugés inefficaces par le gouvernement sans être une solution d'emploi durable. Ils permettraient de baisser artificiellement les chiffres du chômage. Oui, ça, ce sont les mots d'Édouard Philippe vendredi dernier. Un instrument de gestion opportune et politique, un outil onéreux et peu efficace, a déclaré le Premier ministre vendredi dernier au sujet de ces emplois aidés. Michel Soudet, vous vouliez réagir? Je ne sais plus quel était le chiffre avancé pour le coût d'un emploi aidé. C'est autour de 20 000 euros, je crois. Le coût d'un emploi créé par le CICE, il a été évalué aussi. C'est 340 000 euros. Donc, quel est l'emploi qui coûte le plus? On va dire les emplois aidés ne sont pas des emplois stables. C'est sûr que c'est pas la panacée et ils ont été souvent critiqués, y compris à gauche, parce que il y avait quelque part une part de précarité. N'empêche que ces emplois, on peut en avoir besoin. Et on remet le pied à l'étrier à certaines personnes. Avec la remise en cause qui est faite là, si le gouvernement va au bout de ce qu'il a annoncé, c'est un plan social de plus de 100 000 personnes qu'il annonce. Ça va augmenter les statistiques du chômage. De même que sa réforme du Code du travail va augmenter considérablement, dans un premier temps, par effet d'aubaine, les statistiques du chômage. Sophie Fay ? Sur les emplois aidés, ce qui est vraiment dommage, c'est que pour les chômeurs de longue durée, les gens qui sont très éloignés du marché de l'emploi, c'est quand même un moyen très efficace de leur remettre le pied dans le monde du travail. Alors ça ne marche pas pour tous, mais il faut bien voir qu'on s'adresse à des gens qui sont en difficulté depuis longtemps. Mais dans les emplois aidés dans le secteur privé, plus d'1 sur 2 retrouve un emploi stable et solide. Dans le secteur public, ce que ça révèle, c'est l'incroyable paupérisation de l'État. Moi, je ne comprends pas comment ces communes sont gérées, et je ne sais pas. Vous avez entendu parler de la baisse des dotations mais bien sûr, aux collectivités. Mais bien sûr, mais à la fin des fins, ces gens qui occupent un vrai emploi devraient avoir une vraie rémunération. Pourquoi ça passe par des emplois aidés? Donc, je trouve que c'est plus la politique, la gestion des ressources humaines au sein de l'État et des collectivités locales qui devraient être remises à plat, plus que les emplois aidés. Parce que là, on voit que les emplois aidés, c'est pas tant fait pour réinsérer des gens que pour accomplir des tâches qui sont absolument nécessaires pour le service public, notamment dans les écoles. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment la politique des ressources humaines de l'État qui doit être remise à plat, plus que dénoncer des emplois aidés qui sont pas effectifs pour remettre les gens dans le monde du travail, puisque là, c'est pas l'objectif. Dominique Jamais. Dans une société qui fonctionnerait normalement, qui fonctionnerait bien, ce qui n'est pas le cas de la nôtre, la création d'un emploi doit correspondre à un besoin et elle est décidée par quelqu'un qui en a les moyens. Et le fait de vouloir en finir avec la politique de création artificielle et coûteuse d'emplois et de diminuer progressivement la part des emplois aidés, c'est tout à fait justifié, c'est tout à fait judicieux, c'est tout à fait souhaitable. Mais les conditions dans lesquelles cela se fait sont incroyables. C'est-à-dire, ça va trop vite. L'État n'arrête pas de faire des crocs-en-jambes aux collectivités territoriales, il les prive de toutes sortes de ressources et les laisse ensuite se débrouiller avec des problèmes qu'elles ne peuvent plus résoudre. Elles se sont habituées, les pauvres collectivités en question, depuis quelques années, à avoir de l'aide pour créer ces emplois. Elles les ont créés, puis tout d'un coup, on leur enlève la taxe d'habitation, on leur enlève des dotations, et on leur dit rien. Débrouillez-vous. Surtout, il y avait une logique économique au programme d'Emmanuel Macron, qui avait très bien été définie par les économistes qui l'ont accompagné pendant la campagne et qui ont disparu un peu après des équipes, et qui était, on parle du plan d'investissement dont Dominique parlait tout à l'heure, d'un plan d'investissement que Jean Pisani-Ferry avait évalué à 50 milliards, et on commence par investir, on commence par faire les réformes, et ensuite on baisse les dépenses, parce qu'on sait très bien que si on fait les réformes en menant une politique d'austérité sur les dépenses, on se retrouve, on n'a plus de croissance, et on s'enferre dans une spirale un peu dépressive. Donc il devait faire ça. Et là, comme Bercy a été confié quand même à des ministres de droite qui n'ont pas participé à la campagne, ils sont partis tout de suite dans une logique austéritaire. On va punir les communes, on va punir la défense, on va punir les emplois aidés, on va punir les étudiants, on va punir le logement. Et donc ça donne un sentiment que, oh là là, attention,
on va me baisser mes ressources, et donc j'attends. Et donc il risque de tuer sa propre croissance avec ces signaux négatifs qu'il envoie, alors que, au contraire, pendant la campagne, tout avait été pensé pour montrer, alors on ne sait pas si ça allait marcher, mais pour montrer qu'on investissait, qu'on réformait et qu'on mettait le pays en marche. Et là, tout à coup, on arrête, on a le pied sur le frein. Oui, c'est Macron, il nous reste 30 secondes. C'est Macron qui a été élu, il ne faudrait pas que ce soit Fillon qui gouverne. Oui. Il a quand même dit beaucoup de choses contradictoires dans sa campagne. Et ça en faisait certainement partie, parce que ces ministres de droite qui ont été mis à Bercy, ils ont été nommés par quelqu'un qui a été à Bercy, qui connaît la boutique et qui sait très bien à qui il a confié les clés. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion et d'être revenus sur ces 3 sujets différents. Cette actualité politique qui reste riche. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.